Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci à tous ceux et celles qui sont déjà abonnés sur notre chaîne YouTube. Ça nous aide énormément. Évidemment, on est sur toutes les plateformes audio, donc n'hésitez pas à nous retrouver, partager, commenter, faites toutes ces belles choses-là. Ça nous aide énormément. Salim est assis à côté de moi, ça veut dire qu'on a un invité. Exactement. Puis, Georges, tu te souviens quand on a démarré le podcast il y a environ 3 ans? En fait, ça va faire 3 ans, genre la semaine prochaine. Ouais. Tu sais, c'était le moment où le Parti québécois, dans la grande région de Québec, avait pris les devants dans les sondages. Puis, à l'époque, toi, tu me disais, je sens quelque chose va se passer à Québec. Puis, pas longtemps après... toi, tu me disais, non, tu te... Ouais, je trouvais que c'était trop tôt après l'élection de 2022. Tu sais, puis, c'est ça, j'étais un peu plus ambivalent que toi. Toi, tu étais convaincu. Puis finalement, il y a quelque chose qui était assez inattendu qui s'est passé à l'automne. C'était l'élection, dans une élection partielle de notre invité d'aujourd'hui. Bonjour, monsieur Pascal Paradis. Bonjour Salim, bonjour Georges, ça va bien? Très bien, merci vous. Ça va bien, merci de me recevoir. Merci à vous. Et bon 3e anniversaire. Presque. Ouais, merci. Mais oui. Merci, ça fait quoi, une 150 épisodes à peu près? Ouais, on n'est pas loin. Ouais. Mais écoutez, en fait, c'est surtout merci à vous d'avoir accepté de venir. Et surtout que vous n'êtes pas nécessairement toujours dans la grande région de Montréal, donc c'est très apprécié. Puis merci à votre équipe aussi d'avoir facilité ça. C'est très apprécié. Puis d'autant plus que, et c'est très, très sincère, depuis votre élection qu'on voulait vous recevoir. En tout cas, moi, je vous ai en haute estime. Je ne partage pas nécessairement toutes vos idées, mais c'est correct. C'est la beauté de la démocratie au Québec. Mais par contre, je vous ai en haute estime. Alors, je suis très heureux de vous avoir. C'est gentil et merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Allons justement commencer par cette partielle-là parce qu'on l'a souvent mentionné sur le balado. C'est la première, c'est la partielle qui a démontré un peu ce momentum qui, jusqu'à ce moment-là, se cachait un peu. Il n'y a personne qui le voyait. Nous, on discutait évidemment beaucoup du PQ dès la rentrée en début de mandat. Mais cette partielle-là, c'était littéralement le début. Les gens, ils ont allumé, ils ont dit, bon, il y a quelque chose qui se passe au PQ pour qu'ils gagnent un comté comme Jean Talon. C'était pas quelque chose qui était entendu. Là, vous, de votre côté... ça bouge quand même rapidement, là, les choses au PQ. Dites-moi un peu, ce parcours-là, là, comment vous trouvez ça être député, tout ce mouvement-là, le momentum, ça va super vite en général, mais spécifiquement pour un parti qui est rentré avec 3 députés, qui se retrouve maintenant avec 7. On l'a dit, c'est Salim qui le disait la semaine passée, vous avez plus que 100% augmenté vos chiffres, donc ça va bien. Ça va bien. On est passé de 3 députés au terme de la dernière élection générale à 7 maintenant. Donc, c'est notre 4e victoire consécutive dans des élections partielles avec celle de Chicoutimi lundi de la semaine dernière. Et vous avez raison, je pense que le moment de l'élection partielle dans la circonscription de Jean Talon, là où j'ai gagné en octobre 2023, c'est un moment clé. Si vous voyez les sondages, d'ailleurs, vous voyez les courbes qui s'inversent entre la CAQ et le Parti québécois à partir d'octobre 2023. Donc, c'est vraiment un moment clé. Moi, quand je me suis lancé, on n'était pas encore là dans les sondages. C'était une circonscription qui n'avait jamais été gagnée par le Parti québécois de toute l'histoire. Donc, c'est un moment clé. Par contre, pour comprendre l'évolution du Parti québécois, il faut reculer, je pense, de 2 événements fondamentaux. Et le premier, c'est évidemment l'arrivée de Paul Saint-Pierre Plamondon à la direction du Parti québécois à un moment où tout le monde prédisait la mort du parti, disait que c'était un parti générationnel qui avait terminé à livrer ce qu'il devait livrer. Ce n'était pas du tout l'avis de Paul Saint-Pierre Plamondon et je pense que sa détermination, sa vision, sa fougue, ça a vraiment été l'élément déclencheur. Ensuite, il y a eu l'élection générale de 2022 où Paul Saint-Pierre Plamondon a été révélé. Moi, je n'étais pas en politique à ce moment-là et je me souviens de l'avoir vu notamment au débat télévisé et de me dire « Wow, mais ce gars-là me parle à moi ». Et ils ont été 3 seulement à passer comme député au terme de l'élection générale. Mais là, ensuite, il y a eu le fameux épisode du serment au roi. C'est ça. Où Paul, Joël Arsenault et Pascal Bérubé se font dire « Jamais vous ne changerez ces éléments-là qui sont issus de la monarchie qu'il faut prêter serment à la reine à l'époque, au roi maintenant, avant de siéger. » Et eux, ils ont dit « Non, on n'accepte pas ça. C'est inacceptable
qu'en 2022, il faut que, comme député, pour siéger, je doive prêter serment à la reine. Donc, à l'époque, ils ont dit non. Et ils ont réussi à faire changer la règle. Et donc, ils sont les premiers à être arrivés à l'Assemblée nationale en prêtant uniquement serment au peuple québécois, ce qui m'est arrivé ensuite après. Mais donc, je pense que ces moments clés ont démontré de quel bois se chauffe le Parti québécois, c'est-à-dire un parti d'idées, un parti sérieux, un parti rigoureux, un parti qui se tient debout pour ses convictions. Alors oui, ça, je peux même... alors vous le dites, et c'est un peu normal, parce que non seulement vous y croyez, mais c'est aussi votre paroisse, comme on dit, mais c'est quelque chose qu'on a très souvent dit ici sur ce balado. Effectivement, puis je crois qu'il y avait quelque chose de rafraîchissant, puis je le dis en toute sincérité, c'était le fait, effectivement, de dire ce qu'on pensait, puis on pensait ce qu'on disait au Parti québécois, puis je pense que ça vient un petit peu de cette approche-là. Alors, vous avez parlé de Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on a eu le plaisir d'avoir ici. On a enregistré pendant 1 heure, puis à un moment donné, on voulait mettre fin. Il a dit non, j'ai encore 15 minutes. Fait que ça a été... Ses attachés devraient être évidemment très contents. C'est ça. Puis en plus de ça, Paul Saint-Pierre Plamondon et moi avons été dans le même... Pas la même époque, par exemple, je suis un peu plus jeune, mais on a été au collège André Grasset, au même collège. Alors, je suis très fier de ça, visiblement, lui aussi. Alors, on avait ça en commun. Mais alors, vous parliez de lui. Donc, je comprends qu'il en a été pour beaucoup de votre arrivée au Parti québécois, et comme candidat, qui plus est. Mais là, alors, M. Paradis, les gens vous connaissent parce que, effectivement, vous avez été le vainqueur de cette élection partielle très importante, en tout cas, stratégiquement importante. Ensuite, parce que vous avez fait plusieurs apparitions à l'Assemblée nationale sur des sujets importants, avez contribué à des oppositions du Parti québécois qui, vraisemblablement, vont faire partie de la plateforme du Parti québécois aux prochaines élections. Mais on veut en savoir un peu plus sur le personnage avant de reparler de politique. Donc, qui est Pascal Paradis? La grande question. Je suis d'abord un père de famille. J'ai une fille de 12 ans, un garçon de 15 ans, qui sont un des moteurs, je pense, de mon implication politique. Évidemment, je les adore. Ils ont participé à mes décisions de me lancer en politique. Je les ai consultés avant. J'ai consulté leur mère aussi. Oui, mais c'est un travail d'équipe parce que c'est un job absolument fantastique. J'adore ce métier. J'y apprends beaucoup de choses. J'y rencontre des gens extraordinaires. C'est intense. Ça a ses côtés plus difficiles, mais je l'adore ce job, mais c'est un travail d'équipe. Je suis quand même un jeune politicien parce que on en a parlé. J'ai été élu en octobre 2023, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et avant, j'étais directeur général d'Avocats sans frontières ici. En fait, le siège est à Québec, mais c'est la branche qui couvre l'ensemble du pays, l'ensemble du Canada. Et c'est une organisation que j'ai fondée ici au pays avec 2 amis, 2 collègues, et qui a fait en sorte que donc j'ai beaucoup travaillé en Afrique, en Amérique latine, un peu partout dans le monde pour faire en sorte que des violations graves des droits humains, comme les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, puissent faire l'objet d'un processus de justice, donc qui rende justice aux victimes de ces grandes violations des droits humains. Donc, c'est de la coopération internationale. Et ça a démarré donc dans mon appartement. Avant ça, j'étais avocat en droit des affaires dans un grand cabinet d'avocats pan-canadien. Donc, je travaillais en financement de projets, en transactions internationales. J'adorais ce job, mais j'avais l'impression que la vie devait m'amener ailleurs, que je devais travailler pour ceux qui n'ont rien, pour ceux pour qui c'est plus difficile d'obtenir de la justice. Et donc, j'ai participé à la fondation d'Avocats sans frontières ici. Ça a démarré, comme je le disais, dans mon appartement. On n'avait rien au départ. Il n'y avait pas d'équipement. Il n'y avait pas de budget. C'était entièrement bénévole. Et c'est une organisation donc qu'on a construite petit à petit. Et quand j'ai quitté donc pour me lancer en politique, c'était... je pense, près de 150 employés, un budget d'une quinzaine de millions par année d'opérations dans 12 pays qui avaient réussi donc à faire en sorte que des victimes de violations graves des droits humains obtiennent justice. Et j'ai beaucoup appris dans ce métier-là parce que j'ai côtoyé des gens absolument extraordinaires, des gens qui luttent pour la liberté, qui luttent pour l'état de droit,
qui lutte pour la justice, qui lutte pour l'égalité, pour la lutte au racisme, la lutte à la discrimination, pour faire de la société un endroit meilleur où les gens peuvent s'épanouir. Donc, moi, j'ai appris beaucoup. Je suis porteur de cette expérience-là. Et donc, c'est de là où j'arrive. Donc, je suis un gestionnaire d'organisation, parce qu'il a fallu monter cette organisation-là. Je suis un gars de protection des droits humains fondamentaux. Et avant ça, j'arrive du milieu des affaires aussi. Donc, ça fait partie aussi de mon expérience qui sert beaucoup aujourd'hui. Et avant ça, plus jeune dans ma carrière, j'étais avocat plaideur. Donc, j'étais avocat devant les tribunaux. Je plaidais devant les tribunaux pour des clients du cabinet d'avocats dans lesquels je travaillais à l'époque. Donc, c'est les 3 phases de ma carrière. Puis, je suis un gars de Québec. Pas mal de ma circonscription. Ma circonscription, c'est Sainte-Foy et Sillery. C'est là que j'ai grandi. C'est là que je suis allé à l'école. Donc, j'ai beaucoup voyagé. J'ai énormément voyagé pendant 25 ans. Ça m'a beaucoup appris, mais je suis toujours resté très ancré dans ma communauté. Donc, en 2023, quand le Parti québécois m'a approché, c'est l'appel du travail pour le Québec, pour la ville de Québec, la capitale nationale, pour ma communauté et pour faire un pays. Vraiment, Paul le répète souvent. C'est le cas pour Catherine Gentilcorps, qui a été élue après moi dans Terrebonne, pour Alex Boissonneau dans Arthabasca, pour Marie-Carmen Laflamme dans Chicoutimi. Pour nous, c'est l'attrait de la vision du Parti québécois, de la social-démocratie, avec l'historique du Parti québécois. Moi, j'ai toujours été un indépendantiste, j'ai toujours été un péquiste, mais c'est le goût de participer à faire du Québec un pays. Plus j'ai voyagé, et plus c'est devenu une conviction profonde qu'il nous faut l'indépendance pour nous épanouir et participer au concert des nations. Donc, un avocat dans le milieu du droit des affaires, qui transitionne vers une OBNL, donc pour, disons, rendre un petit peu à la société au sens large du terme. Là, je comprends que c'était sans frontières, donc c'était aussi un peu à l'international, vers la politique, donc pour rendre encore plus à la société et participer à faire du Québec un pays. C'est vraiment une motivation profonde, puis les 2 fois, c'est un peu un saut dans le vide. Donc, vous imaginez, là, je travaille dans un grand cabinet d'avocats, je suis associé de ce cabinet-là, puis un jour, j'annonce à mes associés que je retourne chez moi, dans mon appartement, pour travailler à monter cette organisation. C'est un saut dans le vide, mais c'est ce que mon cœur me disait, c'était ce que mes convictions me disaient. Et puis 20 ans plus tard, là, quand l'organisation est bien établie, moi, j'avais déjà dit qu'au 20e anniversaire de cette organisation-là, il faudrait que je pense à ce que serait la prochaine étape pour moi. C'est bon pour la personne, c'est bon pour l'organisation aussi, de se doter d'une direction différente. Mais moi, donc, je me disais, c'est le temps de voir autre chose. Puis là, le train de la politique est passé. Et de nouveau, c'est un saut sans parachute pour moi, parce qu'il a fallu que je démissionne, que je laisse immédiatement Avocats sans frontières pour me lancer en campagne électorale. Tout ça s'est passé très, très, très vite. Mais à un moment donné, il faut écouter son cœur. Puis j'ai appelé ça le train de la politique quand il passe. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que la députée de ma circonscription a démissionné. Oui. Pas si longtemps après les dernières élections générales. C'était ma circonscription. Puis là, une journée, le téléphone sonne. Et là, il faut que tu te poses la question, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? C'est une grande décision, mais que je regrette absolument pas. Puis il faut répondre rapidement. Oui, non mais Georges, je voulais juste faire une petite... on fait toujours des petites blagues comme ça, là. Mais donc, dans le fond, M. Legault, il suffisait juste qu'il la nomme ministre, il n'y aurait pas eu de partiel. Tu vois? Le battement d'aile d'un papillon. Mais c'est comme ça, hein, la politique. Il n'y a rien de linéaire en politique. Donc, voilà. C'est pas un long fleuve tranquille, non, ça, c'est sûr. Non, exactement. Mais ça, ce que je trouve impressionnant quand même, c'est que c'est pas juste que vous sautez dans le vide, c'est que vous sautez dans le vide avec un parti qui, lui aussi, évidemment, si on exclut Pascal Bérubé, c'est pas mal, tu sais, des nouveaux qui étaient là, puis c'était comme une première expérience pour eux. Évidemment, il y a plein de gens en arrière-scène qu'on n'oublie pas, évidemment. On a fait ce job-là, on sait c'est quoi être là puis guider les élus. Mais en gros, c'est ça, tu sais, c'est 3 députés qui commencent une toute nouvelle expérience. Et ce qu'on disait justement la semaine passée avec l'élection partielle dans Chicoutimi, c'est que
c'est pas comme s'il y a un momentum dans une région en particulier où le PQ était toujours favorable. Si on regarde les élections partielles, c'est 6 élections partielles dans 6 régions différentes. 4 élections partielles. Excuse-moi, 4. Dans 4 régions différentes, c'est quand même un bon échantillon. Ben, je ne vous le fais pas dire parce que... Donc, c'est ça. Jean Talon, c'est Québec. Donc, oui. c'est au cœur de Québec. Comme je le disais tout à l'heure, c'est Sainte-Foy-Sillery. C'est tout près de l'Assemblée nationale. L'Université Laval. L'Université Laval, le centre hospitalier de l'Université Laval, les grands centres d'achat. Il y a un parc industriel. Il y a du résidentiel. C'est une magnifique circonscription extrêmement diversifiée. Le tramway va passer par là. Hein? Oui. De fait, les grands axes de transport passent tous par la circonscription de Jean Talon. Donc, quand vous regardez les grands axes de Québec, les axes même autoroutiers nord-sud, les grands axes routiers est-ouest passent tous par Jean Talon. La fameuse tête des ponts, exactement. C'est dans Jean Talon. Et donc, toutes ces questions relatives à la mobilité durable et au transport à Québec, ça concerne beaucoup Jean Talon. Donc, c'est vraiment une circonscription fantastique. La promenade Samuel de Champlain, cette fameuse promenade avec la plage. La deuxième phase toutes les phases les plus récentes sont aussi dans Jean Talon. Donc, beaucoup d'institutions du domaine de l'éducation, du domaine de la santé, beaucoup de commerces, 3 artères commerçantes fantastiques. Donc, c'est extraordinaire, mais on n'y était pas depuis 2014. Donc, c'est un grand retour du Parti québécois en 2003 à Québec. Et là, soudainement, avec Joël Arsenault, qui est aux îles de la Madeleine, Pascal Bérubé à Matane, et Paul Saint-Pierre Plamondon à Camille-Lorrain, là, déjà, on est mieux distribué. Ensuite, vient Terrebonne. Donc là, c'est notre grand retour dans la couronne autour de Montréal. Très important de revenir aussi dans cette partie-là du Québec. Puis ensuite, Arthabasca. Centre du Québec. Arthabasca, centre du Québec. Donc, je pense que ça faisait plus de 20 ans qu'on n'y avait pas eu un député péquiste. Depuis 98. Depuis M. Barry. Oui, c'est ça, mais au moins depuis 98. Alors donc plus longtemps. Ouais. Et là, on remet le pied avec une victoire absolument extraordinaire. Et maintenant, avec Chicoutimi, donc là aussi, Chicoutimi c'était une zone où il y a un historique, une histoire d'amour entre le Parti québécois et la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, on n'y était plus depuis au moins les dernières élections. Donc là, on y retourne depuis 2018. Donc là, on y retourne. Donc, actuellement, on est bien distribué géographiquement et surtout, on voit que les Québécois, donc à chaque fois qu'ils ont eu l'occasion dans ces élections partielles, on dit le parti à qui on fait confiance pour les politiques publiques, pour l'avenir du Québec, c'est le Parti québécois. Donc, on va continuer à travailler fort. Je pense que c'est un message sur la rigueur avec laquelle on travaille, sur la confiance, je pense qu'on inspire aux Québécoises et aux Québécois, mais on ne tient rien pour acquis. Et on va continuer à travailler de la même façon, sinon encore plus dur, en vue des prochaines élections, au moment où elles arriveront. Mais c'est intéressant, vous mentionnez les prochaines élections, parce que, et ça, c'est drôle quand je pense aux discussions qu'on a aujourd'hui, là, versus les discussions qu'on avait en 2023, qu'on a commencé le balado, puis même l'année passée, ou même, c'est ça, en 2025, où on disait, regarde, il n'y a absolument rien qui se passe. Le PQ, ils ont une voie grande ouverte. Les libéraux sont perdus. La CAQ, ils sont en descente. Après, en 2024, je pense, avec toute l'affaire avec le troisième lien, c'est de là où ça a chuté. Et ils n'ont pas réussi à reprendre un peu leur momentum perdu. Mais là, tout à coup, juste comme ça, il y a un changement. Comme on l'a vu à Ottawa, évidemment, on ne va pas comparer, mais le premier ministre qui démissionne, une course à la chefferie à la CAQ, le chaos au Parti libéral du Québec qui finalement les a ramenés à une deuxième course, un nouveau chef. On voit maintenant un peu les chiffres monter. Ça risque peut-être les prochaines semaines, les prochains mois que un peu les jetons bougent. Là, la dynamique a beaucoup changé. Puis c'est intéressant parce qu'il reste 4-5 mois. Même les vieux routiers de la politique, dont je ne suis pas, moi je le disais tout à l'heure, je suis le jeune député de Jean Talon, nous le disent que c'est un moment de changement de plaque tectonique, de grands changements politiques de manière presque hebdomadaire. Donc, certains vont dire c'est très excitant, d'autres vont dire c'est troublant de voir à quel point il y a du changement.
ce que j'aime du Parti québécois, ce que j'aime de notre formation politique, puis je vous le dis que c'est comme ça qu'on discute ensemble, les députés, les gens de l'aile parlementaire, notre équipe. On est centré sur l'intérêt public, l'intérêt collectif. Les sondages, bien sûr, comme tout le monde, on les regarde, mais est-ce qu'on travaille en fonction des sondages? Pas du tout. Ben non. Et d'ailleurs, moi, ça, dans les discussions que j'avais eues avec Paul Saint-Pierre Plamondon, quand le Parti québécois m'ont approché, j'ai dit, écoute, moi, là, j'aime ce que je fais. La politique, oui, c'est une option, mais moi, si on me dit qu'il va falloir que je regarde à chaque fois ce que les sondages disent pour que les électeurs de telle catégorie d'âge, de telle région adhèrent à notre parti, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de faire du Québec un pays, c'est d'avoir un programme clair puis d'offrir une vision cohérente aux gens. Puis il m'a dit, c'est exactement ça qu'on va faire. Puis je lui ai dit, on n'en parlera pas de sondage, sauf, encore une fois, je le dis, là, un politicien qui vous dit, je regarde pas les sondages, ça n'existe pas. On les regarde, tant mieux. On répond toujours la même chose, c'est que c'est pas ce qui nous guide. Tant mieux quand c'est positif, c'est une bonne tape dans le dos. Des fois, ça va varier, tout ça. Mais donc, nous, ces changements-là, bien sûr qu'on les considère, bien sûr qu'ils ont de l'impact sur notre travail, mais ça ne change pas notre trajectoire à nous. Mm-hmm. Ce qui se passe au Parti libéral, ce qui se passe à Québec solidaire, ce qui se passe à la CAQ, très bien, on sait que ce sont des facteurs, mais pour nous, c'est quelle est notre offre politique aux Québécoises et aux Québécois? Sur tel ou tel sujet, en éducation, en santé, en infrastructure, en monde numérique, en sécurité publique, qu'est-ce qu'il faut faire de mieux? On parle aux gens un peu partout. Les gens sont parfois surpris, des gens qui pensent qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, puis là, ils sont surpris on les appelle, on leur écrit, on dit « On veut vous parler. » Vous voulez nous parler? Ben oui, mais justement, parce que vous avez une vision différente de la mienne, vous avez une vision différente de la nôtre, on veut échanger pour faire la meilleure chose possible. Donc, on parle aux experts, on se prépare, on lit, on travaille comme des brutes actuellement, mais je pense que les gens reconnaissent qu'on travaille avec rigueur. À chaque fois qu'on présente des plans, c'est rigoureux. Alors, nous, on n'est pas au gouvernement. Quand on a présenté le document sur les finances publiques du Québec, quand on a présenté le budget de l'an 1, quand on a présenté notre politique en immigration. Le livre bleu, là, les premiers chapitres. Les chapitres du livre bleu, donc c'est du travail de rigueur. Et donc, les changements dans le contexte politique, je le réitère, bien sûr que ce sont des facteurs qu'on considère, mais à la fin, nous, la route qu'on trace, elle est celle-là, puis on dit aux Québécoises et aux Québécois, voici ce qu'on aimerait faire. Et si vous pensez que c'est la bonne chose pour le Québec, on est le parti pour vous. Mais justement, c'est intéressant. Désolé, Salim, vous parlez d'offres politiques. Et on peut rentrer plus en détail si vous voulez, mais il y a plusieurs personnes qui me disent « Ah, c'est fini pour la CAQ. Là, M. Legault, il n'est plus là. La CAQ va s'effondrer. » Je dis « C'est jamais fini. C'est jamais fini parce que quand on regarde, surtout quand on s'approche, puis nous, on en a fait des campagnes, on connaît ça, on s'approche vers une élection, les gens vont vouloir un peu la stabilité, la confiance. Donc, qui inspire plus la confiance? Puis jusqu'à date, c'est sûr qu'il n'y avait rien qui existait du côté des libéraux. Puis le PQ était toujours perçu comme ce parti en renouvellement, un nouveau chef, il inspire, mais est-ce qu'il va pouvoir gouverner la province? C'était le point d'interrogation que tout le monde attendait voir. Bon, ils s'en vont où? Et quand on arrive devant une situation comme ça, on dit, la CAQ, ils ont l'expérience du pouvoir. Le chef qu'on n'aimait plus, il n'est plus là, mais la base est quand même toujours là. Donc, moi, c'est cet élément-là que je regarde plus. Puis quand les partis ou les chefs de parti ou les députés nous parlent de c'est quoi l'offre politique, mais c'est une bonne question, c'est quoi l'offre politique? Parce qu'à date, les libéraux, ils doivent nous le démontrer, c'est quoi leur offre politique, parce que c'est bien beau de jouer toujours la carte du fédéraliste contre les souverainistes, mais à un moment donné, il va falloir voir qu'est-ce que vous avez fait. C'est quoi l'offre politique? Exact. La CAQ, qu'on soit d'accord ou non, premièrement, ils ont les équipes sur place, ils ont la machine, elle est prête, ils ont l'expérience du gouvernement. Et là, on revient au Parti québécois. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a sur la table? Qu'est-ce qu'on va utiliser pour convaincre les électeurs qu'on est prêt? On est là, puis on est prêt, même si notre chef est nouveau, même si on a une équipe de nouveaux députés, on est prêt à prendre les rênes du pouvoir. Comme Jean Charest en 2003. Il était prêt, c'est ce qu'il disait. Oui, mais il ne l'était pas réellement. Je pense pas que ça soit la meilleure comparaison là, pour... Ce qu'on offre aux Québécois, d'abord, ça va être une équipe vraiment extraordinaire.
regarder les candidatures que nous avons eues pour les élections partielles. Catherine Gentilcorps, une gestionnaire du secteur privé avec une large expérience qui arrive, qui décide de se lancer avec nous dans Terrebonne. Vraiment une candidature exceptionnelle. Ensuite, Alex Boissonneau dans Arthabasca, à Québec. Là, c'est une personnalité, Alex Boissonneau. Il faut revoir ses collègues de Radio-Canada là, qui tombent quasiment en bas de leur chaise directement en ondes lorsqu'ils apprennent. Là, puis je pense que c'est monsieur Bovet qui dit « Quoi? Notre Alex Boissonneau? » Donc, c'est une prise extraordinaire. Et Marie-Caroline Laflamme, avec sa large expérience dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, je veux dire, ce sont des candidatures vraiment formidables. Et là, vous voyez celles qu'on a commencé à annoncer pour 2026. Même ceux qui ne sont pas des partisans du Parti québécois regardent ça et disent « Oh, ils vont chercher des candidatures de ce genre-là. » Donc, on aura une équipe vraiment du style 1976. Hein? Donc, regardez la situation actuellement. Donc, en 1976, le PQ avait une poignée de députés, 6 ou 7 d'ailleurs, si je me souviens bien. Puis tout le monde dit que c'est un des plus grands gouvernements des dernières décennies. C'était le plus large à l'époque, oui. C'était un gouvernement d'une grande compétence. Et ensuite, sur le programme, vous voyez les propositions qu'on a faites de manière régulière depuis les dernières élections générales dans tous les domaines d'action gouvernementale. Et à chaque fois, on est arrivé avec cette préparation dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on a parlé à des experts, on a lu les documents, on a regardé les politiques du gouvernement, on a vu ce qui se faisait de mieux ailleurs, les leçons apprises, et là, on est arrivé avec nos propositions. Donc, on en a fait déjà la route vers notre plateforme électorale pour 2026 est déjà en bonne partie tracée. Évidemment, il va falloir qu'on fasse cette proposition programmatique, en tenant compte aussi de notre dernier congrès du Parti québécois qui a eu lieu il y a quelques semaines. On a discuté de centaines de résolutions de nos membres qui avaient travaillé ça depuis 2 ans. Donc, ça part dans chaque circonscription. Les gens regardent ce qu'ils voudraient voir dans le programme du Parti québécois. Ensuite, ça monte au niveau régional, puis ensuite, ça arrive au national. C'est un vrai parti de militants, de gens qui travaillent sur le fond pour imaginer le Québec de demain, pour faire les meilleures propositions possibles aux Québécois. Donc, le Parti québécois, moi, c'est quelque chose... Je l'écoutais, je le savais, je le voyais de loin. Maintenant que je le vis de l'intérieur, je suis tellement impressionné par cette force de proposition qu'on est. Donc, on va avoir ce programme, on va avoir cette rigueur, ces propositions qu'on a déjà faites dans plusieurs secteurs. On va avoir cette équipe et ces convictions pour lesquelles on se tient debout, y compris dans les combats qui sont parfois pas les plus faciles, ou parfois on part d'un point de vue où il y a une acceptation public de certains nombres de faits, puis nous, on arrive et on dit « Non, mais attendez, il faut le voir d'une autre façon. » Moi, je reconnais cette capacité au Parti québécois de dire les choses telles qu'elles sont puis de travailler avec conviction. Donc, c'est ça qu'on va préparer. Et je le redis, on ne tient rien pour acquis. Vous avez mentionné, il y a des gens qui pensent que la CAQ, c'est terminé. Tout ça, bien, qui sommes-nous au Parti québécois là, pour dire qu'un parti, c'est terminé? Une des choses qui m'impressionne de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est le fait que dans les premiers mois, les premières années de sa direction du Parti québécois, on lui posait toujours la question, oui, mais pourquoi vous avez pris la tête d'un parti qui va mourir? Puis lui, il s'est tenu avec ses idées que le Parti québécois, c'était le parti qui correspondait le plus aux aspirations des Québécois, et moi, je lui lève mon chapeau pour ça. Mais alors, je vais vous poser, excuse-moi Salim, puisqu'on est sur le sujet, je vais vous poser la question un peu différemment, parce que c'est bien beau tout ça, puis tu sais, les personnes comme vous et comme nous, qu'on suit un peu plus la politique, on est au courant un peu de ce qui se passe, de ce qui se discute, puis de ce qui va être proposé, mais la personne moyenne québécoise, quand on allume le soir ou le matin la télévision, je pense que c'est plutôt ça qui est reflété, dont on parle évidemment de souveraineté. Puis c'est bien beau, c'est un projet du parti, c'est correct, sauf que quand on parle d'une offre politique, il faut que ce soit plus que ça, je pense. Donc, est-ce que c'est un défi pour vous, et comme parti, de dire ça, on tient absolument à amener un référendum vers la souveraineté du Québec, mais en même temps, il faut qu'on informe les gens de qu'est-ce que
qu'est-ce qu'on a d'autre au Parti québécois? Tu sais, c'est pas juste la souveraineté. Je pense qu'il y a un défi là-bas pour se séparer un peu de la souveraineté qui fait partie intégrante du parti et de dire, c'est pas juste ça, c'est ça aussi. Et sur ces aspects-là, qui sont pas uniques au Parti québécois. C'est des thèmes comme l'économie, plein d'autres choses que les autres partis vont devoir se prononcer. Il faut amener un peu plus d'emphase, mais c'est pour ça que je parle un peu de défi, parce que si on fait ça, est-ce qu'on laisse de côté la souveraineté? Vous avez tellement raison, parce qu'en plus, c'est un peu un argument que nos adversaires ont toujours utilisé contre nous. Ah, le Parti québécois, c'est le parti d'une seule obsession. C'est vrai que c'est le parti d'une conviction, celle que si on ne fait pas un pays, nous encourons les risques pour la langue française, pour notre culture, pour notre économie, parce que le fédéralisme nous coûte de plus en plus cher. Mark Carney lui-même le dit, si on n'est pas à la table, on est au menu. Et actuellement, le Québec est au menu, alors que beaucoup de ce qui concerne la vie quotidienne... Mark Carney n'a pas dit ça. Il n'a pas dit que si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Mark Carney a dit à Davos, il a dit, si on n'est pas à la table, on est au menu. Ah oui, mais il parlait pas du Québec. Mais il défendait le principe de la souveraineté pour le Canada et les nations du monde. Okay, c'est pas extraordinaire, ça? Donc, nous, on est d'accord avec lui. C'est ça que je veux dire. Je comprends le parallèle. Mais c'est ça. Nous, on fait un parallèle. Mais c'est juste pour les gens qui nous écoutent. Pour pas... Donc, nous, on prend en note que vous êtes d'accord avec Mark Carney. On va juste... mais oui, mais c'est pas extraordinaire. Alors que les gens disent que le contexte international est peu propice. Nous, on dit le contexte international est une démonstration de plus en plus claire qu'il faut être à la table pour ne pas être au menu, qu'il y a 200 nations normales qui ont décidé de s'assumer puis de prendre les mains de leur destin. Le Québec doit le faire, comme toutes les nations normales. Et les pays européens actuellement, les pays africains, les pays latino-américains, les pays du Sud-Est sont tous à la défense du principe de souveraineté. Tout le monde dit que c'est important, plus que jamais, d'être souverain. Et c'est Mark Carney lui-même, donc il l'a dit dans son discours de Davos. Donc là-dessus, nous sommes d'accord avec lui. Mais ça, c'est la conviction. Mais vous avez raison que nos adversaires vont dire qu'il n'y a que ça, alors que nous sommes le parti qui a le programme le plus étoffé, le plus élaboré, celui qui a été développé de la manière la plus démocratique, la plus rigoureuse, ce qu'on voit dans tous les domaines. Donc, bien sûr, nous avons des propositions dans tous les domaines. On est en Beauce pour notre caucus précessionnel il y a quelques semaines. Et donc, on a mis sur la table notre proposition qui est issue d'une tournée notamment que j'ai effectuée partout au Québec à la rencontre des PME, des organisations. Et là, on propose un changement fondamental dans la fiscalité de nos PME. Parce que nous, on dit qu'il faut revenir à la base pour l'économie. C'est nos PME, c'est pas les multinationales étrangères qu'on essaie d'attirer à coût de centaines de millions. C'est nos PME. Donc là, on vient de proposer ça. Avant ça, on a eu un conseil national en matière de santé et on est arrivé avec un plan très ambitieux pour revenir vers la première ligne, vers la prévention pour qu'il y ait moins de monde dans les urgences. Avant ça, on a eu un conseil national en habitation. On est arrivé avec nos propositions détaillées pour construire mieux, pour construire plus, pour développer une offre de logement abordable pour tout le monde. Avant ça, on a eu notre conseil national. Ça, c'était le premier auquel moi j'ai participé comme député en matière d'éducation. Donc, le Parti québécois, c'est un parti qui a une offre extraordinaire, je dirais, sur le programme et sur les idées. Oui. Alors, honnêtement, là, sur la forme, moi, je ne jugerai pas le fond. Sur certaines choses, je vais être très d'accord, d'autres moins, mais ce n'est pas le but de la discussion. Sur la forme, je vous donne 100% raison. Dans le sens que c'est comme ça que je le vois moi aussi de l'extérieur. Je vois effectivement un parti qui a fait ses devoirs. Oui, tantôt vous parliez de questions de sondage. Là, on veut pas prendre des décisions en fonction des sondages. Ben oui, en fait, on peut le voir parce que les sondages, par exemple, pour la souveraineté, sont pas nécessairement favorables. On va s'entendre là. Peut-être que ça va changer. En tout cas, c'est ce que vous espérez, puis c'est bien correct. C'est pour ça que c'est l'article 1 du Parti québécois. Donc, c'est une option 100% légitime. Donc c'est ça. Mais dans les sondages, on voit bien que la souveraineté n'est pas populaire. Mais ça ne vous a pas empêché de toujours garder le cap dessus et ça n'empêche pas les gens de continuer, dans les sondages à tout le moins, on le verra à l'élection, de soutenir le Parti québécois. Pareil dans votre propre circonscription, parce que vous avez gagné
votre circonscription, à un moment donné où on parlait beaucoup de troisième lien, et parfois même qu'on opposait troisième lien et tramway. Et alors qu'on disait que dans la grande région de Québec, tout le monde, supposément tout le monde, voulait, ou une grande partie, voulait d'un troisième lien, votre position n'était pas nécessairement favorable à ça. En tout cas, corrigez-moi si je me trompe. Bon, vous avez raison. Donc, dans Jean Talon, lors de l'élection partielle, cette question du tramway comme moyen de développer un transport collectif structurant à Québec faisait débat. Et il y avait aussi le troisième lien autoroutier, donc entre la rive sud de Québec et la rive nord, qui faisait débat. Mais donc, à cette époque-là, la CAQ, le gouvernement, avait laissé tomber le troisième lien, mais beaucoup de gens le voulaient encore. Bon, il se trouve que moi, je suis dans une circonscription où l'appui populaire au troisième lien est le moins grand à Québec. A chuté aussi. Vous avez raison. Vous voulez pas aller là-dedans. OK. C'est parce que les données par circonscription ou par partie de Québec sont... Une fois de temps en temps, tu as un sondage qui démontre que le centre de Québec est plus favorable que les autres au tramway, que dans les couronnes, un peu plus au troisième lien. Donc, ça fait partie, je pense, du débat politique dans la capitale nationale. Moi, je suis conscient que dans ma circonscription, il y a des gens qui pensent sincèrement qu'il faut un troisième lien autoroutier parce qu'ils vivent à tous les jours des problèmes de congestion qui, je peux vous le dire, là, même à l'échelle montréalaise, il y a des moments où c'est tellement bouché que moi, je comprends les gens d'être fâchés. Je le dis souvent, de mon bureau de circonscription dans Jean Talon, j'ai une grande fenêtre et je vois la circulation le soir de gens qui veulent retourner sur la Rive-Sud. Et ils sont stationnés sur l'autoroute. Donc, il y a de véritables problèmes, mais la solution proposée par la CAQ n'est malheureusement pas la solution. Laquelle? Parce que là, je sais... là, on est pas mal tous perdus. Là. On ne le sait plus parce que là, ils ont proposé une espèce de corridor central. Et ce qui est incroyable... Mais là, ils l'ont mis sur la glace, non? Ils l'ont mis sur la glace parce que là, il y a une course à la direction de la CAQ. Puis là, imaginez donc, ce projet-là, il est tellement électoraliste. C'est tellement de la fumisterie. C'est tellement n'importe quoi que c'est pas le plan québécois des infrastructures, de notre grand plan de où est-ce qu'on construit puis comment on entretient. Tout projet d'infrastructure devrait dépendre de ça, une analyse rigoureuse des besoins, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Mais non, là, c'est tellement électoraliste, puis c'est tellement pour voir les sondages puis qu'est-ce qui va les faire monter, que là, parce qu'il y a une course à la direction, imaginez, ils attendent le résultat de la course à la direction pour savoir ce qu'ils font avec le troisième lien. Imaginez, c'est comme je vous disais, on est en train de construire un hôpital ici ou une route là-bas ou rénover tel, mais là, on va attendre de voir qu'est-ce qui est le mieux pour notre élection. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est la fameuse question du troisième lien. Mais excusez-moi, juste une petite précision quand même. C'est parce que les deux protagonistes de la chefferie de la Coalition Avenir Québec actuellement s'entendent pas non plus sur... Donc d'une certaine manière... Enfin, d'un point de vue évidemment du citoyen, je comprends que ça n'ait pas de sens. Dans leur tête à eux, ça fait du sens parce que ça va dépendre de qui va gagner, la décision va se faire là. Mais moi, ce que je comprends de Mme Fréchette, c'est que techniquement, il ne devrait pas y en avoir, en tout cas pas court terme, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Rabaisser le tablier du pont de Québec. Enfin bref, elle a énoncé 3, 4, 5 mesures avant l'éventualité d'un PPP, d'un partenariat public-privé. Pour un pont. Pour un pont qui serait à l'est. À l'est, donc dans la zone de l'île d'Orléans, un des plus beaux paysages, un des paysages les plus historiques du Québec. Donc est-ce qu'elle a... elle a jeté aux poubelles tout ce qui est le plan du gouvernement actuel en matière de troisième lien, ce qui est quand même assez étonnant. Elle a siégé au Conseil des ministres, elle a accepté la décision du gouvernement, puis là, soudainement, elle est à la course à la direction, puis elle met tout ça aux poubelles, puis elle va ailleurs. Mais c'est pas le moins pire, excusez-moi, mais est-ce que, d'un point de vue du Parti québécois, est-ce que c'est pas pour vous, entre guillemets, le moins pire des scénarios? Parce qu'elle ne dit pas... Demain, on commence à creuser sous le fleuve ou qu'on construit un pont. C'est pas ce qu'elle dit non plus. Donc, est-ce que c'est pas le moins pire des scénarios ou est-ce que vous préférez plus celui de M. Drainville rendu là? Les infrastructures du Québec et les milliards des Québécoises et des Québécois qui nous écoutent ne devraient pas être engagés sur la base de considérations électoralistes, point à la ligne.
Christine Fréchette arrive avec d'autres choses alors qu'elle était, jusqu'il y a quelques semaines, au Conseil des ministres en faveur, 100% en faveur du plan actuel. Et là, soudainement, elle arrive avec complètement autre chose. Ce n'est pas comme ça que l'État québécois, que nos infrastructures et que nos dollars devraient être gérés. Donc, c'est encore la politique du pire. La politique du pire, j'entends, c'est la politique électoraliste. Les infrastructures, celle-là, comme les autres, ça doit être en fonction d'une analyse des besoins, des solutions sur le plan de l'ingénierie, de la technique, des finances publiques et de l'avenir à long terme de nos infrastructures qui sont en déficit de maintien actuellement, le fameux DMA, déficit de maintien des actifs. Ouais. Donc, avant d'en construire une nouvelle infrastructure de ce prix-là, qui serait une merveille à l'échelle planétaire, il faut vraiment avoir fait une bonne étude et ils n'ont pas ces études-là. Ils n'ont rien, ni Mme Fréchette, ni M. Drainville, ni le gouvernement de la CAQ. Bien sûr, Mme Fréchette, dans son plan à elle, rejoint une partie de notre plan. Okay. C'était drôle parce que je venais de le rappeler quelques jours auparavant. Donc, il fallait analyser le rabaissement du tablier du pont de Québec parce qu'il y a des études à l'époque où on analysait la possibilité d'installer un SRB, oui. Un système rapide par bus. Ouais. Donc, nous, on dit, mais il faut analyser cette possibilité-là. Il y a des études là-dessus. La 7e voie dynamique, donc de construire une nouvelle voie au centre du pont Pierre-Laporte, réaménager la tête des ponts et surtout avoir les voies rapides pour le transport en commun sur la rive sud, sur la rive nord. Ça, c'est le plan Cité. C'est ce que la Caisse de dépôt et placement a proposé. Ça rejoignait le plan du Parti québécois. Donc là-dessus, vous avez raison. Il y a une partie qui a du sens, mais malheureusement, encore une fois, c'est pour des considérations électoralistes. C'est pas comme ça qu'on devrait décider des infrastructures. Et vous avez parlé des sondages. Les sondages, c'est pas qu'il faut se fermer les yeux puis pas les considérer parce que c'est une photo notamment de ce que la population dit. Et il faut en tenir compte quand même, c'est un facteur. Mais on ne peut pas décider non plus uniquement en fonction des sondages ou d'une volonté électoraliste. Idem, vous avez commencé en parlant de l'indépendance du Québec. J'y reviens. Si on regarde les sondages qui précèdent le référendum de 1995, les chiffres sont à peu près les mêmes qu'actuellement. Et ça, on parle là, de quelques mois avant le référendum de 1995. J'ai vu ça d'ailleurs la semaine dernière, l'évolution des courbes de sondage. Je le redis, les sondages, c'est une photo de comment la population se sent. Mais rappelons-nous donc que juste avant le référendum de 1995, on est à peu près au même endroit, qu'actuellement, il y a des plaques tectoniques qui bougent, notamment les jeunes adhèrent en masse au Parti québécois et au projet d'indépendance du Québec parce qu'ils y voient une façon d'avoir un projet de société qui est à eux, de refaire un Québec à leur image, qui tient compte de ce qu'on est devenu en 2026, des meilleures pratiques dans le monde, d'avoir une capitale internationale, de refaire les relations municipales Québec. Donc, c'est une opportunité extraordinaire. Ça, c'est important. Il faut vraiment en tenir compte. Puis je pense qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que je vais prendre l'exemple d'un vieux couple qui va pas bien, là. Puis il y a peut-être plusieurs de nos auditeurs et auditrices qui ont connu ça, ou qui ont connu des gens autour d'eux, là. D'un vieux couple, puis ça fonctionne plus, là. La discussion difficile qui va mener à la séparation du couple, là, est-ce que vraiment là, les gens là, se précipitent pour l'avoir? Là, les gens là, sont toujours... oui, on le sait qu'on va se dire à la fin qu'il faut se séparer. Et c'est peut-être là où sont rendus les Québécoises et les Québécois actuellement parce qu'ils savent que la prochaine fois, il va falloir qu'on prenne notre destin en main, qu'on se dise oui au Québec parce que sinon, c'est tous les risques que le fédéralisme pose pour nous actuellement, qu'on voit tous les jours, le gaspillage d'argent public à Ottawa, des décisions qui se prennent sans l'accord du Québec, des accords commerciaux qui sont négociés sans qu'on ait rien à dire. Et souvent, donc, dans l'intérêt plus de l'Ontario ou de l'Alberta que du Québec, les Québécois le voient. Donc, moi, je sens que la prochaine fois, c'est le moment où on va se dire oui parce qu'on le sait qu'il faut qu'on devienne une nation normale sans un pays, puis ça décide par elle-même. Les conditions gagnantes d'une séparation. On va dire ça au couple. Non, moi, je veux revenir un peu aux statistiques que vous mentionnez. Tu sais, on compare un peu 95 puis 2026 et je pense qu'il y a un facteur là-dedans qui diffère énormément. Et ça, c'est les relations avec les États-Unis qui, en 95, n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Tu sais, on avait peut-être
pas autant d'instabilité dans les relations, puis même au niveau mondial. Et je pense que c'est sur ça, justement, après l'élection partielle dans Chicoutimi, où votre chef a dit que, tu sais, sur le terrain, lors des porte-à-porte, on a compris que peut-être les gens étaient beaucoup plus préoccupés. Je sais pas si c'est un recul. Surtout, les médias, ils ont sauté là-dessus pour dire, le chef du PQ recule sur son projet de référendum. Pas recul, mais nuance. Moi, j'ai plus entendu nuance que recul, là, parce que moi, j'ai vu aucun recul. Moi, j'ai vu... Non, mais je le dis comme je le pense. J'ai vu aucun recul. Il met nuance dans le sens que, on se précipitera pas pour le faire tout de suite. S'il faut le faire plus au début, plus à la fin, ça va dépendre d'un contexte. Ouais, c'est comme ça que je l'ai interprété. Alors... Est-ce qu'il y a quelque chose entre les lignes? Est-ce qu'il y a une préparation pour un peu, je veux pas dire reculer, mais au moins, tu sais... C'est drôle, mais moi, évidemment, je suis de votre avis. Vous dites, il n'y a pas eu de recul, mais c'est vrai parce que je me souviens du discours de Paul dans Jean Talon lors de la partielle, discours que j'ai entendu dans la partielle de Terrebonne, que j'entends régulièrement de notre chef, mais de la part de tous les députés du Parti québécois, tous les représentants du Parti québécois, c'est de dire, nous, on a la conviction que un gouvernement du Parti québécois, donc si on est élu dans un mandat du Parti québécois, il faut organiser cette consultation populaire, il faut qu'on fasse l'indépendance du Québec parce que c'est urgent de récupérer les fonds qu'on envoie à Ottawa puis de décider par nous-mêmes. Donc, c'est toujours ce qu'on a dit. Puis on a toujours dit, bien sûr, la consultation populaire, le référendum va être organisé au bon moment, compte tenu notamment du contexte international. C'est que là, il y avait comme la campagne de peur de nos adversaires qui est commencée. Hein? Puis là, la campagne de peur, c'est justement d'utiliser notamment Donald Trump, puis d'utiliser toutes sortes d'épouvantails. À chaque fois qu'il se passe quelque chose à l'échelle internationale, c'est « Ah, vous voyez, là, le pauvre petit Québec, là, si on était tout seul à l'échelle internationale, on ne serait pas capable de s'en sortir, puis là, on ferait face à toutes ces menaces-là. » Alors que nous, c'est le discours de la confiance. Au contraire, regardez toutes les nations du monde qui tirent leur épingle du jeu actuellement. Souvenez-vous que le Québec, comme pays indépendant, serait dans les nations les plus fortes en matière économique, serait parmi les plus fortes en matière d'ouverture de l'économie, de taux de diplomation, etc. Donc, on a notre place dans le concert des nations. Et donc, ce rendez-vous va être organisé au bon moment, puis pas nécessairement au lendemain d'une élection. Donc, c'est une des choses qui a été mentionnée par Paul lors du discours à Chicoutimi. Il a dit, là, vous entendez nos adversaires qui vont dire, bien là, si le Parti québécois gagne les prochaines élections, le référendum, c'est nécessairement tout de suite après. C'est dans le premier mandat. Puis ça, c'est ce qu'on dit depuis le début. Alors, j'avais une petite question pour vous. Alors, il y a évidemment le Parti québécois qui est, le porte-étendard de la souveraineté au Québec. Hein. Je ne veux pas insulter les solidaires, mais disons qu'ils ne sont pas au même niveau que le Parti québécois dans les sondages. Hein, et on n'a pas nécessairement toujours le sentiment que c'est la première des priorités pour Québec solidaire, l'indépendance. À côté de ça, il y a au niveau, sur la scène fédérale, alors je ne sais pas comment on l'appelait ça, là, vos cousins là, de la scène fédérale, le Bloc québécois, avec M. Blanchet. M. Blanchet, d'ailleurs, on avait essayé l'année passée de l'avoir, il va falloir qu'on réessaye. Est-ce que vous êtes d'accord lorsque, par exemple, Yves-François Blanchet dit que les fédéralistes québécois fédéralistes, sont un peu des traîtres à la nation québécoise. Parce qu'en fin décembre, c'était le 24 décembre, c'était un beau cadeau de Noël. Là, pour un fédéraliste comme moi, vous comprenez que je me suis senti un peu insulté. Mais le 24 décembre, c'est ça qu'il avait dit dans la presse. Puis il avait même reconfirmé ses propos par la suite. Je ne me souviens pas qu'il l'ait dit comme vous le présentez, parce que je pense que dans une démocratie, toutes les options sont légitimes. Nous, on pense que le destin du Québec passe par son indépendance. Vous m'indiquez que vous êtes toujours convaincu que notre avenir passe par le Canada. C'est une option légitime. Mais je pense que plus on va avancer dans le débat et plus on va voir à quel point les fédéralistes ont de la difficulté à démontrer les avantages pour le Québec de demeurer dans le Canada, ont de la difficulté à masquer tous les problèmes que le fédéralisme nous cause.
et ont surtout beaucoup de difficultés à mettre le couvercle sur la marmite de l'enthousiasme, de la confiance que de plus en plus de Québécois ont en notre peuple, en notre capacité de nous assumer. Moi, j'ai trouvé ça fantastique, quelques mois après mon arrivée comme député de Jean Talon, qu'on fasse adopter à l'Assemblée nationale une résolution unanime. Unanime! La CAQ a voté pour ça, les libéraux ont voté pour ça, qui dit qu'un Québec indépendant serait parfaitement viable sur le plan économique, sur le plan financier. Jean Charest l'avait même déjà dit dans les années 2000. Mais là, on a une résolution de l'Assemblée nationale qui dit ça. Donc, qu'on est capable, qu'on a tout ce qu'il faut. Vous savez, si demain matin, on était indépendant, là, on serait la 27e économie sur la planète. La 27e en termes de PIB. On serait dans les leaders, je le mentionnais tout à l'heure, en diplomation, en degré d'ouverture de l'économie, dans toutes sortes d'indicateurs. On serait comme, par exemple, les pays scandinaves, la Suède, la Finlande, la Norvège, le Danemark, qui sont depuis des décennies parmi les meilleurs en économie, en taux de bonheur, en sécurité. Ça, c'est la promesse du Québec de demain. Et il est temps maintenant qu'on aille là. Oui, non, je sais. Puis, je ne vous questionnerai pas davantage là-dessus, mais c'est juste pour, même pour préciser, parce que je l'ai sous les yeux, concernant les fédéralistes québécois, donc ils sont canadiens, ils ne sont pas québécois. J'ai l'impression qu'ils ont négligé d'essayer d'inventer un argumentaire fédéraliste, puis sans être méchant, je ne sais pas c'est quoi un argumentaire fédéraliste, puis ça, à la limite, le deuxième bout, je peux le comprendre, parce que forcément, mais ils ne sont pas québécois. Je pense que pour les fédéralistes québécois, ça fait mal, parce que demain, un Québec indépendant, ce que vous souhaitez, qui pourrait arriver, ces fédéralistes-là, ils sont québécois, ils vont rester québécois. donc, ça faisait un petit peu mal. Oui, je comprends ce que vous dites. Puis pour moi, et québécois, toute personne qui se considère québécois. Et pour moi, en fait, c'est une autre raison qui fait que je suis un indépendantiste convaincu, parce que imaginez qu'on passe le débat sur l'indépendance du Québec et imaginez au lendemain de l'indépendance. Cette ligne de différenciation entre les fédéralistes et les souverainistes n'existe plus. Et là, on se rassemble pour réussir le Québec de demain. Puis là, les partis politiques et les forces politiques vont se réorganiser sous d'autres lignes. Mais cette tension-là, elle existe depuis trop longtemps au Québec et elle doit trouver sa résolution. La résolution, c'est l'indépendance du Québec. Et je le redis, le contexte actuel démontre tellement l'importance de l'être. Là. Par exemple, on a parlé de Donald Trump, des États-Unis, du contexte international. Moi, quand je vois le premier ministre du Canada qui, jusqu'au 6 janvier 2026, déclare que la principale menace pour la sécurité nationale du Canada, c'est la Chine, qu'on a la commission Hogg, commission fédérale qui a été mise sur pied, qui a rendu son rapport et qui dit que la principale menace pour nos secrets industriels, pour la sécurité de nos élections, pour l'ingérence étrangère, c'est la Chine, et que là, le 7 janvier, je le redis, parce que le 7 janvier, Mark Carney annonce sa mission en Chine. Puis là, il s'en va en Chine, puis là, il est reçu avec la grande fanfare sur le tarmac à Beijing, puis là, il va se précipiter dans les bras de Xi Jinping. Mais au moins, il n'était pas déguisé cette fois-ci. Ben, pas lui, là, mais au moins, il n'était pas comme son prédécesseur. Mais tout ça, ça a des conséquences très importantes pour l'économie québécoise. Alors, il est revenu avec un accord, notamment pour le canola des prairies. Très bien pour les prairies, c'est un intérêt légitime. Mais qu'est-ce qu'il a rapporté pour le Québec? Qu'est-ce que ça a donné pour le Québec? On ne le sait toujours pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que nos entreprises québécoises qui exportent à 75% leurs produits et services aux États-Unis se sont retrouvées avec un stress additionnel dans nos négociations commerciales avec notre voisin du Sud, dans le cadre de l'accord de libre-échange nord-américain. Donc, encore une fois, une décision à l'échelle internationale prise complètement à l'insu du Québec, sans que le Québec ait quoi que ce soit à dire, qui a des impacts importants pour notre économie. Et depuis des années, la politique commerciale internationale du Canada est dirigée vers les intérêts économiques de l'Ontario, qui sont souvent pas les nôtres. Même chose pour la politique monétaire, même chose pour les politiques économiques. Donc, quand il y avait surchauffe en Ontario, ben là, on gérait l'économie en conséquence. Ça nuisait à nos entreprises. Ça a des impacts, ça, sur les salaires des gens ici, sur la qualité de vie ici. Et je vous rappelle qu'on est
il y a le Statistique Canada a présenté il y a quelques semaines ses prévisions démographiques pour le Canada. Donc, d'ici 2050, le Québec représentera 18 % de la population canadienne et donc 18 % des députés et des votes, alors qu'on était à, je ne me souviens plus, près de 30 % au moment de la Confédération. Donc, de moins en moins de pouvoir à Ottawa. Ottawa qui décide de plus en plus à l'insu du Québec, qui vient d'ailleurs, avec nos impôts, jouer dans les domaines de compétences où c'est le Québec qui devrait décider, éducation, santé, affaires municipales, infrastructures, etc. Donc, de plus en plus de décisions prises pas dans notre intérêt, à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, à l'échelle québécoise. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour l'avenir du Québec? Ou est-ce qu'on veut plutôt décider par nous-mêmes, cesser d'avoir une main attachée dans le dos, parce qu'on a envoyé 90 milliards de nos impôts pour à peu près aucun service? Est-ce qu'on veut décider par nous-mêmes? Moi, je pense que les Québécois vont se faire confiance, vont se dire, bon, là, il est le temps qu'on soit aux manettes, puis qu'on ait tous les leviers pour nous. Ça, c'est pour l'économie. Parce que moi, tous ceux là, qui prédisent là, que ça va être épouvantable pour l'économie québécoise, je m'excuse, mais tous les indicateurs économiques démontrent que la souveraineté du Québec, au contraire, va propulser l'économie du Québec. On prend toujours des exemples en disant « ça va être une catastrophe », mais prenez l'exemple slovaque, prenez l'exemple de plusieurs autres pays où il y a eu un boom économique. Donc ça va être pour l'économie, ça va être pour notre culture, ça va être pour la langue française. Moi, j'y vois un projet formidable pour notre jeunesse. Et légitime. Mais sur la question des ententes de Mark Carney, c'est quoi l'autre option? Quand une porte semble être fermée avec ton partenaire principal, puis ça n'a presque aucun sens là, ce qui arrive. Là, on n'a pas une obligation d'aller chercher d'autres marchés mondiaux? Oui. Ah oui, on a été parmi les premiers. Si vous allez voir les points de presse de Paul Saint-Pierre Plamondon, les miens, au début de la guerre tarifaire, on a dit, une des façons de se tenir debout face à Donald Trump, c'est d'abord d'être patient, de ne pas aller comme tout le monde disait. À l'époque, là, tout le monde disait vite, 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 il faut tout renégocier l'accord de libre-échange. Allez voir les commentateurs à l'époque. Vite, 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 avant que ce soit trop tard. Et nous, on disait non. Au contraire, il faut attendre. Les contre-pouvoirs aux États-Unis vont commencer à agir. Voyez la décision récente de la Cour suprême des États-Unis qui a annulé une partie des tarifs. Voyez les gouverneurs des États, notamment du nord-est des États-Unis. Voyez d'autres contre-pouvoirs qui s'organisent. Donc, on a dit, ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, une autre façon de se tenir debout, c'est de diversifier. Il faut vraiment diversifier. Nous, on a parlé, par exemple, de nos relations commerciales qui sont encore à développer, imaginez, avec la France, avec le Royaume-Uni, avec l'Europe, l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est. C'est pour ça, notamment, qu'un de nos premiers chapitres du Livre bleu le premier chapitre du Livre bleu qu'on a lancé, c'est sur les relations internationales. Et nous, on a dit, dès l'élection d'un gouvernement du Parti québécois, si les Québécois nous font confiance, tout de suite, on va déployer de bien plus grands efforts en diplomatie internationale et en commerce international. Parce qu'actuellement, ça, c'est une chose que moi, j'ai apprise dans mes 25 années à l'échelle internationale. Notre diplomatie, c'est une diplomatie canadienne, c'est pas une diplomatie québécoise. Dans les ambassades, dans les lieux de pouvoir canadiens à l'étranger. C'est amélioré quand même. Là. Depuis 25 ans, il y a quand même une présence du Québec à l'international qui n'existait pas auparavant. Là. Une des plus fortes à travers notre réseau de délégations, d'antennes, de bureaux du Québec à l'étranger, ça c'est vrai, mais dans les ambassades, puis nous on n'a pas les moyens diplomatiques encore, mais dans les ambassades, ils représentent malheureusement pas très souvent les intérêts du Québec. Donc, il faut se représenter par nous-mêmes pour développer nos échanges commerciaux avec d'autres pays. Ce qu'on dit, c'est pourquoi Mark Carney a commencé par aller faire un partenariat stratégique commercial et en matière de sécurité avec la Chine, qui, quelques heures auparavant, était considérée comme la principale menace pour nous. Et soit dit en passant, on se souviendra que nous, on est les alliés de l'Ukraine pour la guerre en Ukraine. On finance par nos impôts la résistance ukrainienne à l'invasion russe, qui est le principal allié des Russes dans l'invasion de l'Ukraine. Ce sont les Chinois. Et là, on va faire un partenariat en matière de sécurité avec la Chine. Pourquoi on a commencé par ça? Pourquoi on est allé d'un extrême à l'autre? Nous, on ne dit pas de relations commerciales avec la Chine, mais on dit diversification. Ça commence notamment par des partenaires qui partagent des valeurs, qui partagent une vision du monde avec nous.
où il y a une stabilité, où il y a un historique aussi. C'est pour ça qu'on a nommé notamment la France, le Royaume-Uni. Loin de moi l'envie de donner des bonbons à Mark Carney, mais au-delà de la Chine, Mark Carney aussi est allé en Europe, chez certains des partenaires les plus importants du Québec, lorsqu'on parle notamment du lien sur les questions de défense. Et qui dit défense, alors on parle beaucoup d'aéronautique, c'est important ici au Québec. On parle d'intelligence artificielle, c'est important ici au Québec, d'ailleurs grâce à M. Landry, l'ancien premier ministre Landry, qui à l'époque, l'intelligence artificielle n'existait pas, mais s'il n'avait pas fait ce qu'il avait fait en matière de jeux vidéo notamment, nous n'aurions pas cette force en intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, c'est un clin d'œil à M. Landry. Et donc, tout ça rentre aujourd'hui dans la défense et le développement économique et les investissements. Donc, avec l'Europe, il y a aussi des liens qui vont profiter au Québec. C'est pas juste la Chine et le Canada pour l'Ouest canadien. Il y a quand même... Je ne crois pas que M. Carney, quand il se lève le matin, il se dit, regarde, on va oublier le Québec, là, on va faire profiter tout le monde, puis s'il reste des peanuts, ça sera pour le Québec. C'est pas le sentiment qu'il me donne. Je peux me tromper, hein, j'ai pas la science infuse, mais il y a quand même des choses où le Québec va en profiter. Je pense que c'est important de faire preuve de nuance en politique et bien sûr, ces missions commerciales auprès des partenaires européens dont vous parlez du premier ministre canadien ont du sens. Ils vont dans le sens de ce que nous, on avait demandé, c'est-à-dire une diversification de notre économie. Nous, on pense que c'est bien mieux si c'est le Québec qui s'occupe lui-même de développer ses marchés. Mais vous avez raison. Donc ça, c'est une forme de diversification, puis on le salue. Vous avez raison aussi de mentionner que le Québec a pris sa place parmi les meilleurs du monde en matière de jeux vidéo, là où on n'était pas, si on recule de 30 ans. Ce sont des gouvernements du Parti québécois qui ont eu cette vision-là. Mais voyez, le Québec, c'est ça. Le Québec est fort. Le Québec est bon quand on entreprend quelque chose, comme par exemple devenir un leader mondial en matière de jeux vidéo. C'est la même chose en pharmaceutique. Un jour, il y a des gars en échasse dans Charlevoix qui ont décidé qu'eux, ils avaient de l'ambition. Ils ont créé le cirque le plus important de l'histoire du monde. Bombardier est devenu un des plus grands avionneurs de la planète en partant à la Pocatière avec des gens qui ont décidé de faire une machine qui fonctionnait dans la neige. Les jeux vidéo, c'en est un. On a cette capacité, cette intelligence, cette capacité d'innovation pour devenir parmi les meilleurs au monde. Mais plus on va se représenter nous-mêmes, plus on va créer nos alliances nous-mêmes, et plus on va le faire dans nos intérêts. Vous mentionnez l'intelligence artificielle, c'est ici à Montréal, parmi les leaders du monde en quantique, à Sherbrooke. C'est un des principaux centres du monde. Oui. Forbes dit que l'avenir du quantique passe notamment par Sherbrooke. Donc, non, on ne peut pas dire que tout ce qui se passe à l'échelle internationale qui origine du Canada est nécessairement mauvais pour le Québec. Ce serait pas nuancé de dire ça. Mais je cite l'épisode chinois parce que l'épisode chinois, c'est peu ou pas de retombées pour le Québec et des dangers et des risques très importants et très grands pour l'économie québécoise. Et on n'a rien eu à dire là-dessus. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais en passant, cette semaine, M. Carney est en Inde, puis les mêmes préoccupations peuvent être appliquées aussi avec le gouvernement de l'Inde aussi. Hein. Donc, on va voir un peu ce qui va ressortir de ça. Je veux revenir un peu sur l'idée du référendum et de la séparation du Québec. Tu sais, on parlait de 95 et tu sais, le côté du non a gagné par un cheveu, littéralement. Là, tu sais, puis tout est resté statu quo. C'est quoi la marge qu'on prévoit de cette différence-là? C'est par exemple, dans un référendum futur, le côté du oui gagne par, je sais pas, 55-45. C'est quoi cette marge-là qui va vous donner cette justification de dire c'est beau, on y va? Est-ce que c'est 50 plus 1, on a gagné, c'est victoire, puis on avance, ou est-ce qu'on prend en considération que il faut quand même un pourcentage dans la population assez satisfaisant pour dire on a le OK, on a le feu vert pour continuer vers ce projet-là?
Ouais, ça, c'est comme l'argument des majorités différentes selon si c'est un côté ou l'autre. Il y a eu deux référendums. C'est pas Stéphane Dion là, que tu as devant toi. Là. Il y a eu deux référendums dans l'histoire du Québec, un en 1980 et un en 1995. Et les trois deux si fois, on compte Charlottetown, 92. Ça, c'était sur l'entente qui a été rejetée à travers tout le Canada. Pas pour les mêmes raisons au Québec et dans le reste du Canada, mais ça, c'est les deux solitudes. Hein? Rejeté au Canada parce que ça donnait trop au Québec, rejeté au Québec parce qu'on trouvait qu'on n'avait pas grand-chose. Mais fermons cette parenthèse. La règle qui s'est appliquée dans les deux fois, c'est 50% plus 1. Mm-hmm. Et d'ailleurs, donc, en 95, vous l'avez mentionné, le non l'a gagné par un cheveu et le camp du oui s'est plié à la règle démocratique en disant que ça a des impacts considérables sur notre avenir. Donc, on reste dans le contrat canadien et on l'a accepté démocratiquement. Donc, on s'attend à ce que ça soit les mêmes règles. Non, mais moi, je suis en faveur. C'est comme à Terrebonne, là. Non, mais moi, je suis en faveur de la victoire. 50 plus 1, c'est une victoire. 50 plus 1. Il n'y a pas de clarté là-dedans. Non, c'est assez clair, je veux dire. C'est juste que pour un projet si important, où ce serait pas mal bien d'avoir un appui quand même considérable d'une société qui vise un peu les mêmes objectifs, puis dit OK, c'est le temps, on avance vers ce projet-là. Ah, mais M. Paradis, il veut 95, lui, il veut pas 95%, il veut pas juste... Oui, nous, on va travailler fort pour avoir la plus large majorité, mais pensez-y, parce que vous me parlez de l'importance de la décision, mais je viens de parler du fait que c'est le contrat fondamental de la société canadienne, la Constitution, le fédéralisme. N'oubliez pas que nous vivons actuellement en fonction d'une constitution, celle de 1982, qui a été imposée au peuple québécois. Les premiers ministres des autres provinces se sont réunis au milieu de la nuit avec le premier ministre du Canada pour sceller leur entente en s'assurant que le premier ministre du Québec dormait bien dans sa chambre. Et depuis ce temps-là, aucun gouvernement n'a accepté cette constitution. Alors imaginez, on l'a imposée comme ça au Québec. Et après ça, donc, le camp fédéraliste veut faire des leçons de démocratie puis parler de majorité qualifiée. C'est inacceptable. Même le contrat, le premier contrat confédératif, qui n'était pas vraiment une confédération en 1867, a été imposé. Vous le savez aussi, les livres d'histoire le mentionnent. Encore une fois, quel était le degré de consultation populaire, très faible ou inexistant. Plusieurs, en fait, y étaient opposés au Québec. Donc, le régime fédéral est très mal placé actuellement et les fédéralistes sont très mal placés pour faire des leçons de démocratie ou exiger plus ou moins en matière de vote. La règle, c'est 50% plus 1. Moi, j'aurais une toute dernière question parce qu'on est en train de clore. Là. Une toute dernière question. On voit un petit peu dans ce qu'on appelle la RMR de Québec, donc la région métropolitaine de recensement. Et ça, on ne compte pas là-dedans la Beauce, on ne compte pas nécessairement d'ailleurs Saguenay-Chicoutimi. On voit que dans les sondages, puis là, je ne cherche pas à vous faire parler sur les sondages, là, mais en tout cas, il y a une réalité politique, c'est que le Parti conservateur du Québec a l'air d'être une force politique. On verra si elle est négligeable ou pas. La dernière fois, ils s'attendaient à avoir, je ne sais pas moi, une dizaine de députés. Ils en ont eu 0. Donc, ça veut dire tout et n'importe quoi. On s'entend, là, je ne veux pas essayer de vous amener quelque part. Mais est-ce que vous voyez, vous, une course à plusieurs à la prochaine élection dans la grande région de Québec où vous êtes élu? Ou est-ce que vous pensez que ça va dépendre des comtés, ça va être juste des courses à deux? On voit 5 formations politiques aujourd'hui qui ressortent dans la plupart des sondages. Et je l'ai mentionné tout à l'heure, nous, on continue à mener notre barque selon nos convictions, selon l'offre politique qu'on veut présenter aux Québécoises et aux Québécois avec l'équipe qui va être la meilleure équipe. Et ça, c'est vraiment important. Donc, ce n'est pas les sondages qui vont nous guider. Et les vrais sondages, ce sont les élections. Et là, il se trouve qu'on vient de gagner 4 élections partielles consécutives, y compris dans Arthabasca contre le chef du Parti conservateur, donc qui a été... donc, ça a été une victoire, une belle victoire d'Alex Boissonneau. Et c'est ça qui compte. Donc, en 2026,
dans chaque circonscription, dans chaque région, les gens vont devoir analyser l'offre politique qui leur est faite. Et nous, je vous le dis, là, on est en train de préparer un programme qui va vraiment être rigoureux, qui va faire appel à l'intelligence des gens. Moi, je suis convaincu que on va réussir avec ce programme, avec nos convictions, avec l'idée du pays à gagner les prochaines élections. C'est bien sûr notre objectif. Puis nos adversaires, ben, nous, on ne tient rien pour acquis. Et on va être prêt à discuter et à débattre avec tous nos adversaires dans chaque circonscription. Bien, nous, c'est sûr certain, c'est une année électorale, on va suivre ça de très près. Puis, on ne sait pas si les élections vont avoir lieu plus tôt ou si on va garder la date au mois d'octobre, mais de toute façon, la porte est grande ouverte quand vous sentez, ou si vous êtes aux alentours. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, ça nous fera plaisir de le revoir dans le cadre de la prochaine... il va y avoir l'élection, peut-être pas pendant la campagne parce qu'il va beaucoup circuler, mais peut-être pendant l'été en pré-campagne. Je vais lui faire le message. Ça sera un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis, regarde, nous, on suit ça de très près. Monsieur Paradis, ça a été un plaisir de discuter avec vous. Plaisir partagé, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Allez vous abonner, partager, commenter, faites toutes ces belles choses-là. On vous voit très bientôt avec un tout nouvel épisode. Merci tout le monde. Au revoir.